qui est tout répété, c'est quoi, les gens deviennent dépressifs après qu'ils aient vendu, ils sont malheureux et autres. Moi, tous les gens qui ont vendu des business à vos biais, c'est toujours meilleure décision de ma vie. Ils surkiffent leur vie. J'ai gagné 8 points de bonheur, avant j'étais misérable, maintenant c'est incroyable, tu vois. Est-ce que tu es prêt à perdre ton pognon? Est-ce que tu es prêt à y passer des heures? Est-ce que tu es prêt à te former? Et de l'autre côté, est-ce que tu es vraiment prêt à vendre? Même quand j'ai des actions crypto autres, je vends jamais en fait. C'est vrai, t'as acheté du Dogecoin et tu l'as jamais vendu parce que C'est ça. oublié tes clés de wallet. Ça aide. Les cryptos, la finance, la santé, la minceur, tout ça, ça rapporte. Mais tout ça, c'est pas forcément sexy. Moi, ce que je trouve génial, c'est de constater que quelqu'un peut avoir un business qui vaut des dizaines de milliers d'euros et qui vend des pièges pour nuisibles. Ou quelqu'un qui réussit à gagner de l'argent en faisant des sextoys sur mesure. Les moulait dans sa cave. Il le moule sur qui? J'ai pas les détails. En fait, le nom initial de Dot Market, c'était la marketplace. T'as vendu où ton business? Bah je l'ai vendu sur la marketplace. Laquelle? La marketplace? Laquelle, connard? Quelqu'un qui nous écrit en disant « J'ai acheté des chaussures sur la marketplace, elles me vont pas, remboursez-moi. » Et c'est là, mais nous, on vend pas des chaussures, on vend des sites internet. Vous êtes la marketplace. Vous êtes la marketplace. La marketplace. seule marketplace. Et donc j'étais sur le scooter comme ça, putain, vas-y, hop. Et puis j'ai booké dotmarket.eu, .fr, .co. Il y a beaucoup de scooters à Bangkok, il peut y avoir un autre mec, c'est une grande ville, tu sais jamais. Hein. Peut-être un mec qui est sur le Grand 8, tu vois, au parc Astérix, tous les gens qui sont dans l'adrénaline, tu vois. Peut-être que tu l'as pensé tellement fort que les gens autour de toi l'ont entendu et se sont dit, mais bonne idée, je vais l'acheter son domaine. J'étais persuadé que les gens pouvaient payer un abonnement et mon équipe me disait, mais pourquoi? C'est gratuit ailleurs. Ça n'a pas de sens. Le gratuit, si c'est de la merde, ça n'a pas de valeur, tu vois, ça sert à rien. Par contre, tu peux payer pour accéder à de la qualité. Et en fait, dès le premier mois, on a eu des abonnés. Si mes acheteurs me l'avaient pas dit, peut-être que je me serais laissé embarquer dans mais il faut absolument vite fait qu'on mette des sites à vendre parce que sinon on va pas être crédible, quoi. Et un jour, un acheteur m'a dit, tu sais Kevin, Parle-nous, Kevin, de ton plus gros deal à cette date. le plus gros deal à cette date, c'est 1,4 million. Si je donne le chiffre, je pourrais pas donner le business parce qu'il faut respecter les NDA. Ok. Mais du coup, je vais donner le chiffre. Comme ça, c'est en général le plus intéressant. Et c'était un comparateur. Donc, site de contenu, comparateur Ok. d'éléments dans une niche du coup que je ne citerai pas. Ça, c'est le plus gros deal qu'on ait closé. Euh, Aujourd'hui, nos deals moyens, je le disais tout à l'heure, ils sont un peu en dessous de ça. Je pense qu'on s'est fait un bon placement sur le sub 1 million. C'est-à-dire qu'un business en dessous d'1 million, c'est assez logique d'aller voir Dot Market dans la tête maintenant de beaucoup de vendeurs. Et notre challenge pour 2025, ça va être comment est-ce qu'on devient hyper logique dans leur tête pour le sub 5 millions. Ok. Donc là, en off, on a, ou même sur Dot Market, tu vas voir qu'il y a plusieurs business entre 1 et 5 millions, mais ils ne sont pas encore closés. C'est des processus beaucoup plus longs. Donc, c'est des business sur lesquels on a moins mis d'énergie parce que le risque est beaucoup plus grand. Si tu te plantes, tu as bossé 6 mois, 1 an et tu as touché zéro. Mais la reward, elle est aussi magnifique. Donc, pendant un temps, on l'a mis un peu de côté. Mais maintenant qu'on a la partie marketplace qui tourne très bien et qui permet d'avoir un excellent fond de roulement, on repense à comment est-ce que maintenant on remonte en gamme sur des plus gros deals et comment est-ce qu'on va chercher cette crédibilité ou cette autorité sur le 1 à 5 millions. Et quand tu Donc, dis on a en parlé off, tout à c'est l'heure juste de- que c'est pas sur la marketplace ou c'est aussi que tu ne transmets même pas à tous tes abonnés? Ça veut dire quoi en off? Alors, ouais, il y a des deux. Il y a des deals qui n'arrivent jamais sur la marketplace par demande des vendeurs qui veulent vraiment travailler en off-market. C'est pas les deals qu'on préfère parce que c'est vachement plus dur, tu t'en doutes, de vendre un business quand tu peux pas mettre autant d'yeux que tu veux dessus. Et sinon, le off, tu vas voir sur Dot Market, tu as la partie marketplace et tu as la partie M&A. En fait, les deals qui sont sur la partie M&A, ils sont quand même beaucoup moins visibles. Quand tu arrives sur Dot Market, c'est pas le premier truc que tu vois. Et ceux-là, ils sont plutôt poussés en direct à des acheteurs stratégiques où ils font l'objet de démarchage. Les business à 1, 2, 3 millions, c'est rare que tu les vends en les listant juste publiquement. En tout cas, sur le marché français, on n'est pas Empire Flippers. Donc, tandis que tout ce qui est à moins de 500 000 euros,
tu as beaucoup plus de chances de le vendre sur la partie marketplace avec tous les inscrits qu'il y a et qui voient ces deals passer que si tu essayes de le garder un peu sous le radar. On parlait tout à l'heure de multiples, donc on avait lancé du x2, du x4, donc ça pour les auditeurs c'est juste le ratio entre la valorisation du business versus les bénéfices annuels, donc ça vaut 2 fois ses bénéfices annuels, etc. Sur un business à 1,4 million, du coup on serait sur un multiple de près combien? Ça fait 400, 500 000 euros par an de bénéfice, je suis à peu près dans la bonne zone. Ouais, c'est ça, ouais, tu es entre 2 et Ok. 3 en termes d'années, Ouais, effectivement. ok. Euh, Après, si la question c'est quels sont les multiples aujourd'hui sur le marché, en fait, il y a plein de choses qui impactent le multiple, mais un des premiers éléments, enfin, les deux éléments clés, c'est la typologie du business et sa taille. Donc, Hmm. un business à 1,4 million, en fait, de base, ça veut dire qu'il génère plus, et parce qu'il génère plus, il a un multiple plus élevé. Voilà. Hmm. Le même business, la même thématique, tout, mais qui générerait 1 000 € par mois, il aurait un multiple plus bas parce que proportionnellement, en fait, il n'attire pas les mêmes acheteurs, il n'a pas la même solidité, il ne dégage pas le même rendement, etc., etc. Et la typologie, voilà, il y a une Ok. grosse différence, pareil sur les plus petits business, entre un site de contenu ou un SaaS, qui sont les business les mieux valorisés, justement pour le Ok. rendement passif Passif, ouais. par les gens, versus un site de dropshipping ou de e-commerce qui se vend plutôt autour de 1,5 en termes de profit annuel. Mais si tu prends un business e-commerce qui génère 500 000 € de BE par an, alors là, par contre, ça bascule presque dans une autre dimension. Et là, tu Mhm. retombes sur des multiples à 3, 4, 5, parce que tu vends une vraie société, un truc établi, une marque, une audience, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que la typologie et la taille sont des éléments qui peuvent faire varier ta valorisation du tout au tout. Une question que j'ai, c'est à ton avis, pourquoi les gens vendent un business à 500 000 euros, à 1 million d'euros? Parce que c'est pas assez pour vraiment te dire, ok, j'ai fait mon exit et je suis tranquille. En même temps, tu avais un business qui tournait bien. Bah, à ce niveau-là, pourquoi tu le vends en fait? Pourquoi est-ce que tu le vends? Pourquoi est-ce que tu le tiens pas un peu plus longtemps? Ou pourquoi est-ce que tu prends pas les 500 000 euros et tu essayes de le faire tenir 10 ans en disant, ah, voilà. Eh ben, je pense très honnêtement que c'est parce que c'est des gens qui n'écoutent pas le trilliard et du coup ne rêvent pas du trilliard. Mhm. Pour beaucoup, 100 000, 200 000, 500 000, c'est life-changing. Pour moi, ça l'est pas, tu vois. Pour vous, ça l'est pas. Tu te dis, en fait, ça va me permettre de faire 3 ans tranquille, 4 ans tranquille, d'investir un petit peu là, un petit peu truc, mais en fait, il va falloir que je m'y remette. Mais pour beaucoup de gens, c'est life-changing. C'est une Ouais. somme qu'ils n'ont jamais vue potentiellement sur leur compte en banque. Mais Et dans ce du coup, scénario, le gars qui vend à 500 000 euros fait quand même potentiellement 250 000 par an, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il vit Ou dans la 200 000. peur que ça s'arrête demain, quoi. Je pense que c'est beaucoup C'est ça ça, aussi, c'est c'est clair. la peur, c'est le truc de dire, ok, j'ai shoté un truc, ça se trouve, ça va disparaître, il faut que je sécurise mes keys, c'est ça? Et puis, tu sais, c'est 250 000 avant impôt, c'est 250 000 sur ta société, c'est pas forcément de Ouais, l'argent que tu ok. touches, toi, sur ton compte. Donc, peut-être qu'en bout de course, la personne qui a un business qui vaut 500 000, peut-être qu'elle se paye 3 4 000 € par mois et le reste est sur la société. Et en France, surtout en France, Ok, ce qui appartient à ta société est très différent de ce que tu as sur ok. ton compte en banque. Mhm. Alors que le jour où on te dit tu prends 500 000 sur ton compte en banque, c'est peut-être 10 ans de ton salaire. Tu vois. C'est 2 à 3 ans du profit de ta boîte, mais c'est peut-être Du coup, 10 ans de ton salaire. j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a un arbitrage fiscal entre faire des revenus versus avoir le gain du capital? Il vaut mieux avoir le gain du capital, donc en fait, le multiple effectif, il est plus grand. Hmm. C'est quoi Ok. le mécanisme du coup qui explique que justement les gains de capital sont moins taxés Parce que moi j'aurais pensé que ce serait à peu près dans la même proportion, que tu fasses sortir Ah, l'argent de ta boîte après la vente ou avec, j'aurais pensé que ça était la même chose. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Est-ce que c'est une histoire de vente d'actifs comparé à vente de société? Qu'est-ce qui entre en jeu? ah. Si tu vends les actifs, c'est sûr que c'est là où tu es le plus imposé. Mhm. Après, je ne vais pas m'aventurer sur des considérations fiscales parce que c'est pas notre métier, mais c'est simple, c'est principalement une échelle et un élément, un enjeu psychologique. Quand tu te verses Ouais. un salaire, tu as l'imposition du salaire, puis tu as l'imposition sur le revenu, et tu as tout ce qui va avec. Quand tu vends une société, potentiellement tu peux avoir des abattements, potentiellement tu peux réutiliser une partie de ce capital pour le réinvestir dans des choses, mais c'est surtout que psychologiquement, Mhm. même si tu vas prendre
20, 30, 40% d'imposition, psychologiquement, tu as une très grosse somme qui arrive d'un coup. Et cette somme-là, elle peut représenter beaucoup plus que le x3. Parce qu'encore une fois, le x3, il est sur le profit de la société. Mais ce que toi, tu te verses peut être beaucoup plus petit. Donc psychologiquement, tu prends peut-être un x10 de salaire annuel. Ok, Et ouais. donc, tu as l'impression, tu vois, d'avoir vendu pour une somme life-changing, alors qu'en réalité, c'est juste que tu ne te payais pas l'intégralité de ce que ta société génère, ce qui est logique. Tu vois, personne ne sort 100% de ce qui a été généré par la boîte. Donc, ça crée un décalage psychologique et ça te donne l'impression d'encaisser plus que ce que tu as pris en réalité en termes de multiples de la société. Est-ce que tu as un follow-up L'autre élément ensuite que je après vois avec beaucoup, avec un peu comment c'est les pas- gens se sentent par rapport à la vente? Parce que un peu ce qui est souvent répété, c'est quoi, les gens deviennent dépressifs après qu'ils aient vendu, ils sont malheureux et autres. Moi, tous les gens qui ont vendu des business avec web biais, c'est toujours meilleure décision de ma vie. Ils surkiffent leur vie. C'est genre, j'ai gagné 8 points de bonheur. Avant, j'étais misérable. Maintenant, c'est incroyable, tu vois. Donc, je sais pas si c'est propre à Amazon FBA de juste être un truc un peu misérable et du coup, les gens sont heureux. Peut-être t'as remarqué les différences suivant le type de business, plus ou moins passif ou autre. Mais ouais, Ouais, c'est quoi un peu ton impression par rapport à ça, quoi? je pense que ça dépend du montant, ça dépend de la psychologie qu'il y avait avec, ça dépend de l'attachement qu'il y avait au business, et puis ça dépend aussi peut-être de qu'est-ce que tu as prévu pour faire après. Mhm. C'est vrai que euh, si tu as vendu 1 million ou plus et que tu étais prêt à kiffer, ben c'est génial. Mais si tu as vendu 1 million ou plus et qu'en fait, du jour au lendemain, tu sais pas ce que tu vas faire, t'as pas, tu vois, équilibre vie pro, vie perso. Si tu n'avais pas de vie perso, peut-être que c'est hardcore de réaliser du jour au lendemain qu'en fait ta vie, elle vient d'être remplacée par du cash, quoi. Donc là-dessus, je pense que c'est plutôt un élément de psychologie et de préparation mentale à l'après, plutôt que de somme totale. Je connais des gens qui ont vendu pour 50 000 euros et qui sont les plus heureux du monde parce qu'ils sont passés à autre chose et ils ont un nouveau projet et voire même ils sont retournés prendre un boulot et c'est génial parce que c'est une nouvelle aventure. Et des personnes qui ont pris 6 chiffres ou 7 chiffres et qui derrière sont un peu déstabilisées parce que qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Est-ce que toi, t'arrives à jauger un peu justement dans quel, comment les gens. Est-ce que t'arrivais. Parce que moi, j'avais. Un moment, on me disait toujours fallait vendre, notamment avec la bulle Covid. Et j'avais parlé avec un gars qui s'appelle Coral Woodmass, qui est un FBA Brokers, je crois que ça s'appelle son business. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit ça sert à rien pour toi de continuer, t'es pas prêt à vendre, toi. Il m'a dit ouais, je sens qu'émotionnellement, tu vois, t'es pas prêt. En fait, les gars comme toi, on va aller jusqu'à une étape du process, puis après, tu vas dire en fait, non, non, c'est bon, en fait, je garde, tu vois. Et il m'a dit donc ça sert à rien de perdre ton temps, je te le dis. Et en fait, je pense qu'il avait raison fondamentalement, tu vois. Quand après j'ai un peu rationalisé le truc, c'était assez clair ce qu'il disait. Est-ce que tu arrives à juger ça? Est-ce que du coup t'écartes parfois carrément des gens de vendre? Ce qui est dur parce que tu refuses un client potentiel quand même, tu vois. Donc c'est comment t'abordes ça? Ouais. Je pense que c'est un truc effectivement qu'on a mis assez tôt. Alors, est-ce que c'est lié à mon parcours? Est-ce que c'est lié au fait que j'aime bien le côté psychologie humaine et discussion avec les gens? Mais effectivement, c'est un truc auquel on fait assez attention très tôt dans le process. Et moi, quand je parle à un vendeur ou à un acheteur, j'ai aucun problème d'être assez agressif sur la notion de est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es Mhm. prêt à acheter? Est-ce que tu es prêt à perdre ton pognon? Est-ce que tu es prêt à y passer des heures? Est-ce que tu es prêt à te former? Et de l'autre côté, est-ce que tu es vraiment prêt à vendre? J'avais rédigé à l'époque un article sur la déprime du vendeur et sur l'importance d'avoir le temps de discuter avec tes proches, avec ta famille, avec tes collègues de qu'est-ce que tu vas en faire, qu'est-ce que tu vas faire après, etc. etc. Donc ça nous arrive, ouais. Ça nous arrive d'avoir des gens qui démarrent le process et puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas le bon moment et ça vient assez naturellement du coup et puis dans ce cas-là on garde le contact, tu vois, tous les quelques mois on se fait un petit point et on a des gens comme ça qui ont vendu 2 ans après et c'est je pense Mhm. que ça fait partie aussi de cet accompagnement qu'on est capable de proposer et de cette relation humaine que tu crées et c'est quand même quoi qu'il arrive c'est life changing, pas forcément life changing en termes de montant mais faire une exit ça reste une exit, tu vois, ça reste un succès, ça reste un truc qu'il faut célébrer et il faut pas qu'il y ait un goût amer à ton exit, si possible, après l'avoir faite. Paul, qu'est-ce qui fait que t'étais pas prêt à vendre? Et qu'est-ce qui ferait qu'un jour tu serais prêt? Il y avait plusieurs choses. Il y a une chose, c'était une erreur d'appréciation totale de ma part. Où en fait, forcément, le business a explosé durant Covid. Et moi, j'étais persuadé, j'en ai déjà parlé, je pensais qu'on est rentré dans une nouvelle ère de l'e-commerce, tu vois. Que du coup, la courbe elle allait continuer, que tous les Ouais, gens ok. qui achetaient encore en magasin, bah, ils se disaient en fait Amazon c'est beaucoup mieux, et qu'on était parti sur une quasi exponentielle, tu vois. Là-dessus, je me suis totalement trompé, ça a été plutôt l'inverse, dans le sens où justement, tout le monde comme moi était trop optimiste, et donc
à partir de mi-2021 jusqu'à 2022, ça a été compliqué parce qu'il y avait beaucoup de surstock sur Amazon. C'était la première raison. La seconde raison, c'est qu'aussi on a toujours plein de projets en cours, nous, donc notamment on désigne de nouveaux produits, et donc tu as quand même toujours cette curiosité, tu veux voir ce qui va se passer, tu vois, tu veux voir le parcours. Et un troisième aspect, c'était aussi par rapport à l'équipe. J'avais construit une équipe, je me dis, en fait, ça, si je vendais, au final, vraiment de façon très transparente, je me suis dit, je garderais en gros un certain nombre de personnes dans l'équipe et je ferai un autre truc à côté, tu vois. Et probablement dans l'e-commerce aussi. Donc je suis là, bon, en fait, je peux déjà faire ça, tu vois, il n'y a rien qui m'empêche. Donc il y avait ça. Et le tout dernier point, je sais plus c'est quoi le dernier point. J'ai oublié. Mais ça, ce seraient les raisons principales qui me viennent en tête là. Ouais. Mais donc ça va jamais changer en fait, tu vendras pas, tu seras le Charlie Munger de Amazon. Honnêtement, je pense que c'est très probable, ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi, même quand j'achète des actions crypto ou autres, je vends jamais en fait. Je pense qu'il y a aussi un esprit où tu peux acheter au moment où tu vends jamais, donc ouais. Tu vois, t'as acheté du Dogecoin et tu l'as jamais vendu parce que t'as oublié tes clés de wallet. Ça aide. C'est ça. Alors, Kevin, les gens qui nous regardent sur YouTube et qui sont les plus observateurs ont peut-être remarqué qu'on n'enregistre pas cet épisode en présentiel. Et que donc tu as fait une erreur dans ta vie qui est de ne pas vivre dans la meilleure ville du monde. Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu habites? C'est quoi ton opinion sur le voyage, la liberté et tout? Puisque t'es une personne qui vient de ce monde, tu vois, où tu pouvais faire un petit site d'affiliation et déménager à Bali. Ouais. Où est ta position là-dessus actuellement? Je l'ai fait pendant longtemps. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu Paul, c'était chez lui à Chiang Mai en 2019. Pour un peu de contexte, on a échangé en premier en 2014, donc il y a 10 ans maintenant. Quand tu vivais aux Philippines à l'époque, et bon, des nomades digitaux aux Philippines, on devait être français, on devait être 4. Donc c'était un cercle fermé. Ouais, donc ça date, ouais. Ouais. Mais encore aujourd'hui, hein, il n'y a pas beaucoup de Français qui vont aux Philippines, je pense. Non, ouais, les Américains, pour faire leur centre d'appel et décentraliser leurs équipes, donc ils vont là pour cette raison, mais finalement, il n'y a pas la motivation pour les Français. Voilà. Et donc, vous êtes rencontrés en 2014. Vous avez parlé en 2014. Ouais, on a commencé à échanger en 2014. Je sais pas si on s'est vu tout de suite en 2014. Je crois pas, non. Ouais, c'est les premiers contacts. Donc moi, à l'époque, j'étais expatrié aux Philippines depuis 4 ans, en 2014. Et j'ai quitté les Philippines en 2014. Et ensuite, de 2014 à 2000, jusqu'au Covid, j'ai vécu de manière nomade. Donc, on va pas expliquer ce que c'est le nomadisme digital, hein, un enchaînement de lieux, de pays, de villes, de Airbnb et tout le tralala, le tout en bossant sur principalement du coup à l'époque mes sites. Et 2020, tu vois, 2020 c'est le début de Dot Market. Donc là commence un petit peu la réflexion de est-ce que je ralentis ou quoi que ce soit. Et ensuite vient le Covid. Et Covid dit un blocage en France, annulation des voyages qui étaient prévus, installation en Alsace, d'où je suis originaire. Et en fait, il y a tout qui s'enchaîne un petit peu. Tu vois, il y a des relations amicales à nourrir, il y a la famille qui s'agrandit avec un petit neveu qui débarque. Il y a une relation amoureuse en place. Tu vois, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, je me dis, tu sais quoi, je suis bien ici. Ça me va de ralentir, ça me va de voir comment les 2 prochaines années se passent. Et en fait, 2 ans après, en fait, je suis content d'être là, tu vois, je suis content d'être... là, je viens de partir de ma maison en Alsace, mais je suis en train de chercher à acheter. Je vis au pied des montagnes, je voyage quand je veux, je sors de ma campagne quand j'en ai envie. Et en fait, j'ai trouvé un nouvel équilibre et quelque part, ça a remplacé mon envie de mouvement perpétuel. Voilà. Donc, il y a eu une transition qui s'est faite, probablement un peu accélérée, favorisée par le Covid, mais une transition qui aujourd'hui me permet d'être beaucoup plus tranquille avec l'idée que j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin ce que j'ai autour de moi et que je kiffe, quoi. Est-ce que tu peux du coup défendre la France? Parce qu'à chaque fois, nous, on est un peu peut-être virulent. Est-ce que tu peux dire, c'est quoi les bonnes raisons de vivre en France pour toi? Forcément, il y a la famille, les amis, c'est un gros facteur. Et qu'est-ce qui rentre en compte? Majoritairement, c'est ça, hein. Après, tu vois, je pourrais défendre la gastronomie, les paysages, etc. Mais ça, tu peux l'avoir de manière différente dans d'autres pays. Moi, le seul truc qui me fait défendre, c'est pas la France, en fait, que je vais défendre. Je vais défendre uniquement le fait que mes potes les plus proches et ma famille et ma compagne y sont. Voilà, tout simplement. Kevin, sur ce podcast, on aime bien parler d'idées de business et de tirer
du cerveau de nos invités des idées de business que tu n'aurais pas le temps de faire, mais que tu voudrais partager potentiellement, qui peuvent intéresser les auditeurs. Qu'est-ce que tu penses de la rénovante de sites en mode usine? Donc j'imagine que c'est vraiment te dire, ok, moi je vais être un repreneur, reprendre des trucs, les rénover, les revendre sur d'autres markets, comme ça Kevin fait 2 transactions, je te vois venir avec ton idée de business. C'est exactement ça. En fait, La commission à l'infini. Les 12% des 10%. Et après le mec il le rénove, ouais. En fait, c'est le truc, j'essaye de le faire, mais j'ai pas le temps. Et du coup, Ok. c'est un peu, c'est ma martingale loupée, tu vois. C'est-à-dire que tous les ans, j'achète des sites et tous les ans, je me dis, celui-là, je vais le rénover, je vais le Ok. revendre. Et en fait, tous les ans, je me plante, entre guillemets. Alors, c'est pas un plantage total parce que tu vois, la stratégie de portefeuille, elle est cohérente, mais, euh, mais j'adorerais, et si j'avais pas d'autres market, c'est probablement un truc sur lequel je me lancerais. J'aime bien l'idée de prendre quelque chose qui est un peu dans son jus, utiliser mes compétences en mode projet. Tu vois, un truc où tu peux Ouais. te dire que tu bosses dessus pendant quelques mois et ensuite c'est fini. Tu peux vraiment passer à autre chose. Parce que la beauté d'un site internet, c'est que c'est ça, tu vois, tu le reprends dans son jus, tu le remontes un petit peu et tu peux te fixer un objectif de dès qu'il retape ce niveau-là, je le remets en vente. Et je pense qu'il y a un système autour de ça et on m'en parle de plus en plus souvent et moi j'essaye de le faire mais j'ai pas le temps et il me manque aussi certainement des compétences parce que je pense que pour faire ça bien il faut avoir plus de compétences que ce que moi j'ai notamment en ads ou en social media aujourd'hui qui sont des éléments qui peuvent te permettre d'aller beaucoup plus vite sur la croissance d'un site que le SEO tu vois qui est ma compétence de base mais le SEO c'est lent donc bah, tu fais pas des merveilles avec du SEO. Et tu possèdes quoi comme type de site? Parce qu'à l'époque, je me souviens, c'était beaucoup des sites affiliés Amazon. J'ai l'impression que c'est quand même pas cassé la gueule, ça. Donc, c'est quoi ton portfolio actuellement en termes de Ouais, sites? alors, les sites affiliés Amazon, ça remonte à il y a très 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 longtemps. J'en ai jamais eu trop. Moi, j'ai D'accord. démarré dans l'univers de la pharma. Effectivement, Je oui. me suis fait éclater en 2018 par Google Medic. Donc, retour à la case départ. À ce moment-là, j'avais déjà basculé dans l'univers canin. Donc, j'avais développé un média de conseil dans l'éducation canine. J'avais passé mon diplôme d'éducateur canin, etc., etc. Je suis en train de revendre d'ailleurs tout ce portefeuille de sites, parce que j'ai arrêté de travailler dessus il y a quasiment 4 ans, au moment où j'ai lancé Dotmarket. Mais j'ai toujours en parallèle des sites dans l'univers de la rencontre. Et ça fonctionne très bien depuis plusieurs années. C'est un peu mon side project et puis mon petit BFR personnel, on va dire. Donc c'est de l'affiliation pour des sites de rencontres? Ouais, exactement. Ok. Tu avais aussi noté les fonds d'investissement de rachat de business. Donc Paul a souvent parlé sur le podcast des agrégateurs Amazon FBA. Mm. Est-ce que ça serait un cas particulier de ce dont tu parles? Alors, les agrégateurs, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est à la fois une idée géniale et en même temps, Ouais. je pense que c'est les gars qui ont fait le plus gros carnage en termes de destruction de valeur de ces dernières années. Parce que lever autant d'argent, racheter autant de business sur des valos complètement déconnantes et se faire dézinguer aussi vite à la Ils l'ont première vente, speedrun, hein. c'est Ils l'ont speedrun. Oh, ils l'ont c'est speedrun. En 2 ans, c'était fini, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est... incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, quand ils étaient à leur pic, je les appelais et je leur disais, bon les gars, il faut prévoir le futur. Quand vous aurez fini d'acheter des business Amazon FBA, venez acheter des sites de contenu pour venir proposer sur les sites de contenu vos produits et contrôler la distribution, etc., etc. Tu vois, et je me disais, putain, c'est l'Eldorado, parce que moi, j'avais pas de business FBA à vendre, mais je me disais, l'Eldorado, c'est que ces mecs-là, tôt ou tard, ils vont devoir mieux contrôler leurs canaux de distribution, Mhm. et donc, il faut que je sois là pour leur vendre des sites de contenu. Et ils me disaient tous, bonne idée, mais plus tard, pour l'instant, c'est la guerre, il faut qu'on rachète tous les FBA. Et puis un an plus tard, bah, il n'y avait plus de discussion puisqu'ils n'étaient plus là. Et donc non, je pense que l'agrégateur, le problème de l'agrégateur, et Paul, je pense que tu dois avoir un avis assez bien établi là-dessus, c'est que c'est des financiers qui ont monté ça, pas du tout des opérateurs. Donc ils sont arrivés avec du cash, ils ont fait des calculs de croissance en mode startup, il nous faut des parts de marché. Et ils ont complètement oublié qu'en bout de course, il y avait des questions de marge, il pouvait y avoir des problématiques logistiques, il y avait de l'acquisition, et qu'en fait, c'était pas un business de finance, quoi. Donc le jour où il y a eu le moindre dérapage, bah, la marge a éclaté, ils se sont retrouvés et ils savaient plus du tout comment réagir face à ça. Donc non, moi je ne montrais pas un agrégateur,
je montrais un, un fonds d'opérateurs plutôt. Parce que je pense que les finances, c'est pas le plus dur à trouver quand tu veux racheter des business qui ont du bon rendement. Ce qui est le plus dur, c'est de trouver des gens capables d'opérer le business au quotidien et ensuite de le faire croître. Je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, ma faiblesse numéro un, c'est que à part le SEO, et j'ai peut-être d'autres compétences, tu vois, mais par exemple l'ADS et les social media, je maîtrise pas du tout. Et bien, si tu veux vraiment exploiter au maximum un business, aujourd'hui, tu peux pas te passer de certains canaux d'acquisition. Et je pense que la clé pour réussir un fonds d'investissement et ce que les agrégateurs auraient probablement dû avoir, c'est des excellents opérateurs avant d'avoir des excellents financiers. Donc, quel serait le modèle? Tu montes une équipe de gens qui sont très forts, tu te mets à acheter des business, tu tires de ton équipe pour opérer les business et tu supposes que tu vas mieux les gérer que la personne avant et que tu peux vraiment faire fructifier ton capital. Et Ouais. si oui, tu peux toujours lever plus d'argent et ce serait le game, quoi. Exactement. Et puis là, tu peux faire rentrer des investisseurs qui viennent faire du placement, qui viennent contribuer à des SPV, qui viennent contribuer voilà, à ton développement, quoi. Mais la base, encore une fois, ça ne doit pas être le financier parce que l'argent, c'est le truc le plus facile à trouver quand tu as un business qui rapporte de l'argent. Le plus difficile, c'est scaler et sourcer. Non, c'est gérer et sourcer. Voilà. Hmm. Dans l'ordre inverse d'ailleurs, sourcer puis gérer et ensuite Donc, scaler. tes concurrents américains de Empire Flippers avaient ont une espèce de spin-off qu'ils avaient monté, je suppose que tu as déjà bien Ouais. vu ça, Web Street. où le modèle tel que moi je l'avais compris, c'est ils allaient avoir des gens qui étaient des opérateurs, en gros dans leur réseau, des gens qui avaient acheté déjà sur leur site, qui voulaient avoir plus de bankroll pour pouvoir acheter plus cher. On va dire, ok, ce gars-là, il cherche à lever 1,5 million. On va le mettre en contact avec les investisseurs qui, eux, veulent être plus passifs, donc on va donner l'argent à ce gars-là. Mm. Lui, il va prendre le cash, il va racheter des trucs sur Empire Flippers, il va le gérer. Et lui, il va avoir, je sais pas, 20% du business qui va lui être donné gratuitement pour gérer. Et le reste, c'est les investisseurs. Un modèle comme ça, je sais pas si ça a marché, si c'est un bon modèle, si c'est un modèle que toi tu voudrais répliquer. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle qu'eux ils avaient monté, qui était finalement en tant qu'investisseur, tu vois, assez sexy en te disant, Ouais. ok, tu vas avoir un bon retour sur ton argent. Après, je pense que d'un point de vue administratif, rentrer dans les fonds, etc., en fait, c'était assez compliqué. Enfin, moi j'ai trouvé, ça m'a cassé la tête et je me suis dit, je vais pas le faire. Mais en fait, je trouvais que sinon, le pitch d'un point de vue marketing était assez attractif. En tout Je cas, pense du que point c'était de pas vue si compliqué. investisseur. Je connais quelqu'un, on connaît quelqu'un qui est rentré. Je pense que c'était pas tellement compliqué de rentrer administrativement. Par contre, il y a un problème qu'ils n'avaient pas annoncé. C'est que si tu vivais Il y a une hors des retenue à la États-Unis, source. tu te prenais moins 30% dans la tête directement. Donc, tout ce qui donc d'un coup, ça massacre un peu ton Ah, rendement. c'est ça, c'est que pour Donc, rentrer c'est déjà une dedans problématique. de manière propre, il aurait fallu rentrer dedans via une société américaine. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait faire tout un montage D'accord. pour pouvoir rentrer dedans de manière propre, je pense. Parce que Pour voilà, mettre 50 sinon, 000 tu avais une dollars. retenue à la source. Ouais. Voilà, et pour faire des tickets, effectivement, de 50 000 par-ci par-là, voilà, c'était assez complexe. Mais sinon, vraiment, je trouvais le truc de dire, ouais, finalement, c'est des business qui Assez sont élégant. rachetés à x3. Donc, si tu peux rentrer dedans et c'est passif, pourquoi est-ce que tu n'irais pas chercher un rendement de 20 ou 25% par an, tu vois? Clairement. Qu'est-ce que Kevin, t'en penses, toi, Kevin? est-ce que tu as des retours d'ailleurs des résultats là-dessus ou tu n'as aucun insight sur à quel point Non. ça fonctionne? Non, alors je trouvais pareil, l'idée elle est géniale. La grosse question là-dessus, parce que c'est pas les seuls à l'avoir fait, hein, il y a quelques personnes d'ailleurs, dont françaises, qui se sont mis sur ce créneau de on rachète, on opère et on vous file du cash en retour. Moi, la grosse question, c'est, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qui opère? Qui sont les opérateurs? Hmm. Si derrière, c'est. Tu vois, c'est pas parce que tu as réussi sur un business que tu es capable d'en gérer un autre. C'est pas parce que tu as réussi à scaler un business de 100 000 à 1 million d'euros de CA annuel que tu es capable de faire le 1 million à 5 millions qui est nécessaire pour assurer le rendement aux personnes qui sont venues dedans. C'est pas parce que tu l'as fait sur un site de contenu que tu peux le faire sur un SaaS. C'est pas parce que tu sais vendre des formations que tu sais gérer un business traditionnel, tu vois. Moi, je sais faire certaines choses, mais sur Dot Market, j'ai des challenges qui sont complètement nouveaux parce que juste, c'est pas dans mes compétences clés, tu vois. Donc, Mais dans ce cas-là, c'est surtout une question de sélection des opportunités, en fait. C'est juste de dire, ouais, ok, bah, je vais juste racheter les trucs qui fit avec ce que moi je sais faire. Si tu es un bourrin de tunnel de vente et d'ads, tu vas pas racheter un truc qui base sur du SEO. Tu vas dire, ok, je veux juste racheter mon filtre, c'est en fait des business sur lesquels mon skill est un bon fit. Donc des exactement. business qui ont besoin d'ads ou qui ont besoin de tunnel de Et vente ou justement, des sur Empire éléments comme ça. Flippers,
tu pouvais choisir auprès de qui t'investissais, donc tu pouvais choisir l'opérateur précisément. Et donc je pense qu'à mon avis, t'as dû avoir des résultats très différents suivant les opérateurs justement, suivant ceux qui étaient bons, pas bons. Encore une fois, suivant aussi les typologies de sites qui sont montés ou descendus ensuite, quoi. Mais ça, justement, je trouve ça assez kiffant parce qu'en fait, t'as ton opérateur, t'as un peu son profil. Tu mets ton et champion. T'as l'impression. Ouais, t'as l'impression d'avoir un champion, t'as l'impression de jouer aux cartes Magic, tu vois, de faire du gambling, de dire ok, vas-y, fais-moi du rendement. Ouais. J'ai un bon feeling. Imagine, t'avais un podcast où t'écoutais une interview avec les mecs et derrière, tu peux choisir d'investir dans le gars, tu vois. Enfin, c'est trop kiffant parce que les gens se disent mais ok, l'argent c'est un de peu son du cheval, gambling. Tu dis ok, ouais, lui j'y crois bien et tout. Et puis finalement, voilà, comme je te disais, c'était pas des énormes tickets, donc t'as un peu l'impression de te dire vas-y, je peux en faire 4-5, je pense que j'ai le bon feeling sur les gens, etc. Et ce qui fait qu'en fait, je trouve qu'il y avait globalement un pitch qui était assez élégant, quoi. En fait, après, c'est une question de track record. Je sais pas si aujourd'hui c'est très public, les track records, c'est souvent assez opaque parce que voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît. Maintenant, je pense que Web Street, il commence à avoir pas mal de... Tu vois, ça fait quelques années qu'ils le font. Avant, c'était EF Capital. Maintenant, c'est Web Street, justement, parce qu'il y avait des petits soucis au niveau SEC, je crois. Mais la question, c'est toujours le track record. Donc, au début, c'est hyper sexy. 5 ans plus tard, tu commences à voir si vraiment il y a eu des exits et il y a eu du rendement. Et je pense que là, ils arrivent aux 5 ans et ça serait intéressant d'avoir des feedbacks de gens qui sont rentrés. Et voilà. Mais par exemple, aujourd'hui, tu vois, toute personne qui lance ça, sa problématique principale, moi, en un an, là, j'en ai eu 6 ou 7 qui m'ont proposé de comment monter un fonds d'investissement, comment Dot Market pouvait jouer un rôle, etc. etc. Okay. Et mon retour, ça a toujours été quel est ton track record et qu'est-ce que tu es capable de montrer en track record? Et est-ce que tu es capable de faire une première opération maintenant, de la hold pendant 1 an ou 2 et de montrer que tu as réussi, etc., etc. Parce que quand tu prends l'argent des autres, c'est pas le même délire que... Enfin, il y a une question de respect et tout, alors tout le monde l'a pas. D'ailleurs, il y a une boîte comme ça, je crois que ça s'appelait The Income Store, qui a explosé. Mais en gros, leur truc, oui, il y a de la fraude, non? En fait, c'est devenu un Ponzi. Ouais, le problème, c'est qu'ils ont dit ok, investis avec nous, on te garantit 20% par an. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, après, ils se sont pété la gueule sur le point de vue opérationnel. Ils ont continué à payer les 20% qui venaient du coup de la thune qu'ils levaient sur des nouvelles personnes. Exactement. Et comme ils avaient un rendement énorme et ultra stable, ils ont continué longtemps à attirer des nouveaux investisseurs, ce qui fait que en fait, c'est devenu un pur Ponzi. Mais je pense que l'idée de base, c'était ça en fait. C'est juste que c'est plus compliqué que ça en a l'air de vraiment prendre un business en ligne, de pouvoir le gérer, de pouvoir le faire grossir et de pouvoir avoir un rendement qui est prévisible. Notamment si tu achètes des sites un peu en mode SEO, etc. Il y en a qui se font se péter la gueule, tu vois. Donc en fait, même si tu as un élément de portfolio et globalement c'est rentable, si on a une partie qui se pète la gueule et que tu peux plus faire tes 20% ou quoi, mais que voilà, faut être capable d'aller dire aux gens, bah écoutez, non, en fait, les 20% ils sont partis, quoi. Et si tu le dis pas, en fait, très rapidement, tu creuses un trou qui est énorme, quoi. Et surtout que ces business-là, c'est quand même c'est l'entrée de capital frais qui permet d'espérer continuer la croissance. Et donc, évidemment, tu bascules très vite sur la notion de Ponzi. Et c'est rare les Ponzi qui réussissent à s'inverser parce qu'il y a une méga exit qui remet tout à zéro et tu dis, on est passé. On n'entend pas parler. Ceux-là, on n'entend pas parler, tu vois. Personne, c'est le biais du survivant. C'est soulagement, toi. Mais c'est le pari, tu sais, c'est le principe des fonds d'invest qui mettent des billes dans 100 boîtes en espérant qu'il y en ait une qui surperforme. Et du coup, à la fin, c'est un fonds d'investissement rentable. Mais son taux de succès, il est pourri. Par contre, son rendement, il est potentiellement intéressant. Et ça, c'est ok, ça dépend comment tu l'as structuré. Notamment, si tu as structuré de base au départ un fonds et que c'est le fonds, c'est pas l'argent qui rentre qui te permet de faire financer l'argent qui sort en fait. Tu perds juste le fonds initial. Le fonds, il marche ou il marche pas. Et dans ce cas-là, tu vois, tout le monde sait ce qu'ils ont. Je pense que là-dessus, il y a. Ouais, et c'est vrai en fait, c'est vrai que si tu voulais vraiment faire un fonds et lever de l'argent externe, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de régulation, notamment aux US. Où en fait tu peux quasiment pas lever auprès d'investisseurs américains. Voilà, il faut que tu sois sûr qu'ils soient accrédités, etc. Enfin, il y a plein d'éléments de régulation qui se posent auxquels il faut faire vachement gaffe, je pense. Est-ce que vous connaissez Onfolio ou pas? Ça te parle, Onfolio, Kevin? Ouais, j'ai investi dedans au démarrage. Ah bah super, du coup, parce que je trouve ça intéressant, en fait, c'est une boîte qui justement a un peu l'idée, c'est d'acheter plein de business en ligne. Et surtout, il a fait le choix, donc le gars il s'appelle Dom, il a fait le choix de rentrer en bourse, donc vous pouvez trouver c'est Onfolio, ils sont au Nasdaq. Ce qui est assez fou parce qu'en fait, à leur sommet, je crois, ils étaient peut-être valo 12-13 millions par là. Maintenant, ils semblent être à 4,5 millions. En sachant que pour se maintenir au Nasdaq, en frais de machin truc, je crois pour rentrer, il a dû payer 1 million. Et en maintien, c'est genre 1 demi-million par an, quoi. Peut-être 250 000 de cette ordre de grandeur. Ce qui me paraît un peu fou pour un business qui vaut 10 millions potentiellement.
de payer 250 000 à 1 demi-million chaque année, juste pour rester au Nasdaq. De ce que je comprends, ça perd plutôt de l'argent. Et il y a un peu la question, du coup, toi, tu as investi, tu vois, un peu ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi, en fait. Quel est l'intérêt? Alors, la théorie, c'est justement que la bourse attribue des multiples beaucoup plus élevés que dans le privé, surtout pour les business en ligne. Et tous les agrégateurs, c'était basé là-dessus. C'est que en privé, un business Amazon, ça vaut x2, x3. Publiquement, potentiellement, ça pouvait valoir x10, x15, x20, quoi. C'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça, tu as un effet levier en fait à partir du moment où tu es public ou à partir du moment où tu prends une certaine taille. Et Guillaume Moubèche de l'Emlist avait publié un truc là-dessus où il expliquait qu'un super effet levier, c'était pour lui, il est valorisé x10. Donc s'il rachète un business x3, une fois que ce business est dans sa structure, ce business vaut x10. Mathématiquement, là, sans avoir rien amélioré, sans avoir... Donc effectivement, je pense que c'est une partie du truc. Après, le fait d'être rentré en bourse, moi, tu vois, j'ai acheté des parts au tout début. Clairement, c'est pas une bonne opération pour l'instant, puisque ces parts ont été divisées par 4 entre la dilution initiale et la performance par la suite. Mais après, quand tu fais cet investissement-là, c'est sûr que tu vises à minima le moyen et probablement le très long terme, parce qu'une boîte qui rentre en bourse, logiquement, elle n'est pas là pour faire du rendement initial. Onfolio, tous les ans, ils rachètent des business. Donc, ils peuvent pas être en profit. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer le jour où ils arrêtent potentiellement d'investir? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a du cash qui peut être distribué ou il y a Ils des investissent choses avec quel argent? Ils continuent à lever de l'argent et à émettre des actions sur la Ils ont encore bourse. quelques réserves. Ils ont encore quelques réserves à déployer, je crois. Mais c'est ça Ouais. qui est intéressant, c'est que pour un moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais et c'est pour ça qu'il y a un gars qui s'appelle Travis Jameson qui a investi chez eux, parce qu'en gros, leur valeur en bourse était inférieur au cash qu'ils avaient, enfin net assets, tu vois. Donc ça veut dire que la bourse pensait qu'ils allaient cramer plus d'argent, et qu'en fait qu'ils allaient avoir un... Et pour l'instant, après je suis en train de regarder rapidement Ce qui les dément finances. un peu l'hypothèse du multiple en bourse qui est meilleur, quoi. Si t'es Dans ce cas particulier, non. à Parce moins qu'encore de une fois, une fois le book value. Je pense qu'il y a beaucoup une question de taille, encore une fois. En fait, quand tu as un business à 10 millions, en fait, t'as pas tous les ETF qui rentrent dedans tant que ça. Je pense tu auras le top 50 Nasdaq, puis après, tu as les Nasdaq du fond du panier où personne ne met vraiment son argent. Donc, je pense que c'est encore différent de si c'était un business à 200, 300 millions, quoi. Ouais, l'analyse de Travis était intéressante effectivement à l'époque. Sur la notion du cash flow généré par les business versus la trésorerie, versus la valo, versus le fonctionnement. Après, ça reste un pari, hein, et c'est sûr que Dom, il s'est embarqué dans un truc hyper ambitieux, et c'est hyper excitant de le voir bâtir un vrai empire. C'est fait de manière assez intelligente, à mon sens, avec des business assez complémentaires qui viennent tous s'imbriquer et se nourrir, etc., etc. Mais si ça crache demain, Ça vit. ça ne sera pas une bonne pub pour les fonds d'investissement de rachat de business digitaux, c'est sûr. Mais bon, lui, il ne se présente pas comme un fonds d'investissement, puisqu'il autogère ses business et il fait plutôt rentrer des actionnaires ou des investisseurs de cette manière. Mais En tout cas, je suis d'accord, c'est très ambitieux, c'est un gros pari. Et c'est intéressant qu'il y en ait qui tentent de faire ça. Ouais. ouais, clairement. Et donc actuellement, tu dirais que Paul, tu disais qu'ils avaient perdu pas mal en bourse. Pour le moment, ça a l'air de marcher. Ce qui est compliqué de calculer, en fait, c'est à quel point effectivement les pertes, c'est juste parce que c'est rachat de business. Toi, la comptabilité, j'ai lu un peu de façon amateur, et à quel point c'est opérationnellement, mais j'ai l'impression qu'en fait, même opérationnellement, ils perdent de l'argent, tu vois, ce qui est pas très bon signe, en fait. Si même hors la partie rachat, ils perdent de l'argent, c'est que peut-être il y a d'autres problèmes. Et moi, le problème que j'ai, surtout sur un système de business, c'est que combien ils font de revenus, on peut regarder très rapidement. Ils font 6 millions de revenus par an, environ. 5 millions l'année dernière, 2 millions l'année d'avant. Donc, quand même, tu vois qu'ils achètent des business et que les revenus montent. Mais sur 6 millions de revenus, ils arrivent à perdre en EBITDA, ils sont à moins 2 millions. Et encore une fois, le truc, c'est que t'as pas tant de gens dans cette équipe. Tu as peut-être une dizaine de personnes, j'imagine, dans l'équipe de Dom. Et rien que pour s'occuper d'une boîte publique, je pense que Dom, ça lui prend la moitié de son temps, tu vois. Parce qu'il faut ce investisseur, il faut tout ce qui est compliance et autres. Et ça te retire beaucoup de ton focus sur comment construire un business. J'avais la même problématique avec une boîte dans laquelle j'investis, qui s'appelle Gamers Origin, qui est une boîte d'e-sport, où c'était pareil, en fait, je voyais très bien la façon dont le CEO il gérait son temps. Et en fait, il devait passer énormément de temps sur la partie investisseur, sur la partie la prochaine levée de fonds dans un an, qui retirait du coup du focus du business en tant que tel, quoi. Et donc je pense qu'à un moment, tu atteins une taille où c'est plus tellement important, tu peux avoir une partie du CFO, l'équipe CFO qui s'occupe de la bourse, mais quand tu es un petit business, ça divise un peu trop le focus, je pense, pour être vraiment intéressant.
Mais encore une fois, à voir, hein, ça se trouve, ils vont réussir. Ils sont pas encore. Apparemment, je sais qu'ils risquaient de se faire délister s'ils passaient en dessous des 1$. Donc ça semble pas être le cas pour l'instant. Donc, ouais. Ils sont passés en dessous et ils sont revenus au-dessus, donc Remonter, ils ont comme quoi. réduit le truc. C'est Mais ça, euh, c'est intéressant. Ouais. c'est sûr que ça va être du long run pour Dom, et en gros, la question, ça va être est-ce qu'il arrive, lui, à passer un cap en termes de financier qui commence enfin à cracher du cash sans qu'il ait besoin de racheter des business, ou est-ce qu'il reste bloqué à un niveau limite qui n'est pas rentable, et à ce moment-là, malheureusement, soit il se fera racheter, c'est presque le meilleur truc que tu puisses lui souhaiter si jamais il stagne, soit ça se crachera et ça aura été une belle aventure, mais pas une aventure profitable. En tout cas pour nous, investisseurs. Pour l'instant, dot market en bourse, c'est pas prévu. Non, ça t'a Non. pas. D'accord. Une autre idée que tu as notée, Kevin, c'est les masterminds d'entrepreneurs. Mm. Ouais, parce que j'en vois de plus en plus qui ont lieu et ça me questionne beaucoup. Et le mois prochain, moi, j'organise un mastermind avec des potes, mais justement, tu vois, on l'organise en mode euh, tiens, on a tous des problématiques euh, et on n'a pas forcément des gens à qui en parler, mais en même temps, on vit aussi un peu chacun de notre côté et ce serait cool de se voir un petit peu plus souvent. Et donc avec un pote à moi, on a contacté quelques personnes avec qui on s'est dit, tiens, on aimerait bien passer du temps avec elles. Et en même temps, on pense que c'est des personnes qui peuvent nous challenger d'un point de vue business. Donc on se fait un truc pendant 4 jours, etc. etc. Et c'est, tu vois, c'est à prix coûtant, entre guillemets. Chacun met 500, 600 balles sur la table et puis on loue une belle baraque et ainsi de suite. Et en parallèle, je vois plein de masterminds se créer où c'est 10 000 balles, 20 000 balles l'année, et puis tu y vas pour être coaché, puis tu as 3 week-ends dans l'année, et ainsi de suite. Et Et Emperor là-dedans, Flippers qui ont relancé leur retreat. Donc Emperor Flippers, c'est une retreat annuelle. J'étais déjà allé à deux. Et là, ils sont passés, je crois, c'était peut-être $1 500, un truc comme ça. Ils sont passés à mhm. 7 000 d'un coup. C'est l'inflation Covid, ils ont revu avec 7 000. Et là, j'étais les gars, 7 000 pour 3 jours. Ok, la villa, elle est bien, mais bon, il y a un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc, Ouais, ouais, je vois aussi beaucoup ça. Et je pense, notamment américains, ils arrivent bien à vendre sous l'idée, il faut investir en toi-même, quoi qu'il arrive. Donc, le prix, ouais. plus c'est cher, mieux c'est toi. Ce qui est Mhm. assez limite un peu, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, je pense qu'il y a un truc là-dedans à faire parce qu'il y a... Moi, tu vois, j'aime bien l'idée hyper entre potes et ça tombe bien parce que j'ai des potes dans l'univers du digital, donc c'est facile, entre guillemets, d'aller trouver des gens pour papoter. Mais je peux très bien entendre que quelqu'un qui connaît personne ou pas assez de gens dans l'entrepreneuriat puisse se dire, putain, 5 000 balles ou 10 000 balles pour aller enfin pouvoir exposer mes problématiques à des gens comme moi, c'est assez tentant. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Et la question, c'est l'éthique, les skills, l'organisation, tout ça. Et ça doit pas être très simple à faire. Mais, euh, mais à mon avis, il y a des trucs, ouais. Est-ce que tu revendrais Dot Market à un certain point? Ouais, bien sûr, je l'ai créé pour le revendre. Est-ce que tu peux le lister sur Dot Market ou pas? Ou est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Ce serait amusant. Ce serait Je marrant. pense, je pense on la mettrait en épinglé, tu vois, pour être sûr En qu'elle bannière, tu est... sais. Du capage. Cette plateforme est à vendre. La super publicité. Bah, je vais vendre mon business sur une plateforme qui est à vendre. Ouais, mais bien sûr. J'ai créé Dot Market avec l'enjeu un jour d'être en mesure de le revendre. À la base, le Et pour... revendre à Empire Flippers, Ok. mais en réalité, demain, peut-être le revendre à quelqu'un qui n'aura rien à voir avec ça. Ma vision a pas mal évolué là-dessus. Parce que dotmarket.eu, le point EU, il n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi avec l'ambition d'en faire un leader européen qui serait justement la contrepartie de Empire Flippers aux US. Euh, la raison pour laquelle les Américains ils sont pas très forts en Europe, c'est qu'en fait c'est trop fragmenté et du coup ça leur demande un effort de structuration qui est hyper compliqué par rapport à un marché international anglophone qui est à peu près le même partout, ou en tout cas à minima, la culture ou les échanges sont simplifiés par la langue commune. Et du coup, bah, en Europe, tu peux pas faire du business de la même manière avec les Français, les Espagnols, les Italiens, les pays nordiques, tu vois, ça n'a rien à voir. Et donc moi, j'avais cette ambition de, bah tiens, on va développer la France, puis ensuite on va développer l'Italie, puis l'Espagne, puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je vois que le marché français, en fait, il est beaucoup plus gros que ce que j'avais en tête.
potentiellement. Tu m'as demandé tout à l'heure la taille de marché, mais en fait, le marché, il est largement suffisant pour faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, à mon sens. À quel point est-ce que tu penses que c'est toi aussi qui fais grossir le marché, mine de rien? Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas vraiment peut-être d'offres viables à ce niveau-là, tu vois. Donc, en fait, si tu voulais vendre ton business, tu allais en Pure Flippers, peu importe, C'est vrai. parce que tu n'avais pas trop de moyens de vendre. Ouais. C'est vrai, et je pense que c'est assez kiffant de te dire que tu contribues à l'évolution d'un marché. Empire Flippers l'a fait aux US, Acquire l'a fait par la suite. Je pense effectivement que Dot Market contribue au développement d'un marché sur la France. On a redynamisé des concurrents, on a lancé des concurrents, on a éduqué le marché. Et ça, c'est hyper cool, c'est hyper fatigant, entre guillemets. Ça ralentit quand tu tires un marché vers le haut. Mais je pense que c'est hyper excitant aussi à faire. Et cette position de leader, en fait, je pense qu'elle a un prix en bout de course. Si tu arrives à la maintenir et à pas te faire dépasser justement par des nouveaux arrivants plus dynamiques, plus meilleurs que toi, tout simplement, bah, potentiellement aussi, c'est peut-être cette position de leader sur un marché français qui peut permettre d'avoir une meilleure exit. Et aujourd'hui, tu vois, l'arbitrage auquel je réfléchis parfois, c'est est-ce qu'il vaut mieux être un méga leader français et vendre en tant que numéro un, ou est-ce qu'il vaut mieux être un acteur moyen européen? Parce que, en toute humilité, je ne pense pas qu'on sera un leader européen, en tout cas pas à très court terme. Et dans ce cas-là, quelle est ta valo, tu vois? Et en observant un peu les mouvements qu'il peut y avoir sur le rachat de boîtes, je me rends compte que quand tu es leader sur un marché et que tu représentes du coup un actif hyper stratégique pour un acheteur sur un marché précis, potentiellement ta valo, elle est complètement décorrélée du marché en question et ça peut te permettre de faire des exits beaucoup plus excitants que d'être un middle tu vois, sur un marché européen où tu vas pouvoir être acheté par l'international, mais t'es pas un leader, quoi. Et qui pourrait t'acheter du coup une boîte d'avocats M&A Boîte de d'avocat conseil M&A ou tu sais, en France, tu as t'as des grosses boîtes type Michel Simon, tu vois, qui sont les leaders absolus de la vente de fonds de commerce physique. D'accord. Bah, tu vois, si demain ils voulaient pénétrer le marché du fonds de commerce Mi- numérique, Michel Simon, c'est la première fois que je t'entends parler. Ça fait quel volume à peu près de chiffre d'affaires? T'as une idée? après ils sont répartis dans toute la France. Donc, je sais pas Du si coup, on je suis peut. tombé sur les revenus de Michel Simon, qui est apparemment une star qui mesure 1m70, à 18, pèse 80 kilos et gagnerait environ 21 000 euros. C'est ce qu'on me dit. Donc, Michel Simon. Décédé en 1975. Ah, donc, il doit plus gagner beaucoup maintenant, mais d'accord. Je sais pas, tu vois, c'est des réseau national, 1000 ventes par an. Toi, t'imagines, 1000 ventes par an, nous on en fait 200. Mhm. Ok. C'est, on est, le gap, il n'est pas gigantesque hein, quand Ouais, tu c'est penses. surprenant, effectivement, c'est pas énorme. Mais ça fait partie des plus gros. Après, il y en a d'autres. IAD, par exemple, tu vois, si on compte, IAD, c'est 600 millions de chiffre d'affaires par an. Et IAD, Mais, ça fait quoi? et IAD, c'est un réseau de mandataires dans l'immobilier. Donc, c'est pas comme Michel Simon. Michel Simon, Ok. c'est vraiment les fonds de commerce. Mais tu vois, c'est un peu. Tu pourrais comparer avec ce réseau de mandataires. Après, bon, dans le chiffre d'affaires, faut temporiser parce que le chiffre d'affaires pour eux, c'est la valeur totale Mhm. des biens vendus. Mais Ok. leur chiffre d'affaires en termes de commission, c'est un pourcentage de ça, quoi. Tu vois, donc c'est. Mais bon, c'est des gros réseaux qui sont pas du tout dans le digital. Et stratégiquement parlant, bah, s'ils voulaient pénétrer le marché du digital, bah, potentiellement, racheter d'autres markets serait une piste. Voilà. Et Donc, tu voudrais vendre à quel. Est-ce que tu as une année en tête, 2028 tu veux vendre? Est-ce que t'as un peu prévu ça ou c'est juste quand tu sens que c'est le bon moment ouais, je pense que ça sera un mix entre le bon prix qu'on s'est fixé avec mon associé, enfin, en tout cas ce qu'on aimerait pouvoir atteindre. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as des projets, c'est difficile, tu vois, parce que tu te dis, mais en fait, il y a encore tout ce pan que j'ai pas exploré. Mhm. J'en parlais l'autre jour avec un pote, si aujourd'hui on venait me proposer le prix qu'on attend, euh, qui est entre 15 et 20 millions. Voilà. On s'est dit, tiens, si quelqu'un venait nous proposer entre 15 et 20 millions, très probablement qu'on le prendrait. Mais en fait, peut-être que si on venait nous le proposer aujourd'hui, ça ferait mal au cœur de l'accepter. Ça serait hyper bien payé par rapport à la valeur de la boîte actuelle, mais ça ferait mal au cœur parce que ça voudrait dire laisser de côté.
une partie de l'ambition ou une partie des trucs que tu penses pouvoir faire en termes de legacy sur le marché. Voilà. Donc ça serait un arbitrage de est-ce que on prend l'argent ou est-ce que on essaye de continuer à bâtir une legacy, quoi. Ça, je pense que Pour la c'est beauté un du sport. arbitrage difficile à faire tant que t'as pas un chèque devant toi, quoi. Mhm. Si tu vendais pour 20 millions, tu irais faire quoi ensuite? Peut-être de la rénovante Ok. pour m'occuper. Juste pour montrer que tu peux le faire, toi, juste pour le principe. Pour le principe, c'est juste pour me prouver que c'est bon. Ok. Sinon, non, franchement, j'y réfléchis pas trop. Je pense que j'aurais du mal à tout arrêter. euh, Parce que mon cerveau pèterait un plomb si je le challengeais pas au quotidien avec des choses. Mais peut-être que je prendrais déjà une bonne phase pour essayer de me poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, quelle que soit la réussite financière qui irait avec. Voilà. Et après, je déciderai. Est-ce que tu as des histoires, des anecdotes de sites inattendus qui ont été vendus ou que tu as vu passer dans ta longue carrière sur le web? J'en ai pas un comme ça qui me vient, mais en fait, ce que j'aime dans ce métier avec Dot Market, entre autres, c'est de voir tout ce qui peut être fait. Et tu vois, j'en ai pas un comme ça qui me vient en tête, mais tu sais, quand tu penses au business en ligne, souvent les gens me demandent c'est quoi la thématique qui rapporte le plus. Et donc, il part du principe que, alors, les cryptos, la finance, la santé, la minceur, l'immobilier, tout ça, ça rapporte. Mais tout ça, c'est pas forcément sexy, tu vois. C'est vrai que ça rapporte, mais c'est pas forcément sexy. Moi, ce que je trouve génial, c'est de constater que quelqu'un peut avoir un business qui vaut des dizaines de milliers d'euros et qui vend des pièges pour nuisibles, tu vois. Ou quelqu'un qui réussit à gagner de l'argent en faisant des sextoys sur mesure. On a eu quelqu'un qui faisait ça. Il les moulait dans sa cave et il vendait des sextoys sur mesure. Enfin, Attends, mais Comment il ça le se fait un moulait business sur comme les gens, ça? du coup, il le moule sur qui? j'ai pas les détails. Je- Et comment tu vends le business? Quelle est la partie du business que tu vends? Tu vends le Ça, savoir-faire? c'est Tu pas veux vends une les moules. formation? Tu veux- full disclaimer, ça ne s'est pas vendu parce que bah Ah, il faut trouver quelqu'un qui a envie de faire les moules. Mais tu vois, c'est génial de découvrir ce type de business et de réaliser qu'il y a quelqu'un qui a eu cette idée. On a eu des gens qui vendaient des kits de coccinelles, tu vois, pour avoir des coccinelles chez toi, des gens qui vendaient des câbles de connectique sur Amazon FBA, tu vois, des câbles de connectique, le produit le plus chiant du monde, mais qui a un business qui vaut 6 chiffres, tu vois. mhm. Et ça, je trouve ça excitant en fait de voir au quotidien le fruit du travail de gens qui, pour beaucoup, ne se sont pas posé la question de savoir si ce business allait les générer beaucoup et qui se sont juste dit, j'ai une idée, j'y vais, et il y en a, ça vaut rien, mais il y en a, ça vaut des sommes que tu n'aurais pas imaginées pour une thématique aussi farfelue. Voilà. Et, et ça, je pense que c'est un message assez cool de dire que l'argent est pas que dans les niches les plus exposées. L'argent, il est parfois dans les niches que tu n'oses même pas imaginer qu'elles pourraient rapporter. Et ça veut dire que n'importe qui a une passion ou un intérêt pour un truc, potentiellement, peut générer un peu, moyen ou beaucoup d'argent avec. Je me posais une autre question sur une idée de business qui m'est venue quand tu parlais de rachat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui te vendent des formations et te disent la manière de gagner de l'argent, c'est de racheter des business? Et si oui, qui sont ces gens? Et est-ce que tu penses que c'est un bon créneau? Parce que d'un point de vue intuitif d'une personne qui est sur le marché de la formation, je pense que c'est un très bon créneau de vendre ça aux gens. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer sur Internet, mais en fait, ils ne savent pas où commencer, ils n'ont pas d'idée, etc. Donc là, tu leur donnes un peu une méthode clé en main. Ouais. Mon inquiétude, ce serait que du coup, bah, tu vends à des gens qui n'ont pas finalement les compétences opérationnelles de pouvoir tenir le coup. Oui. Mais je pense que enfin, juste en termes purement de pitch, de faire rentrer les gens dans la porte, je pense que ça va être assez efficace. Est-ce que tu Est-ce penses que pas tu finalement ça vois peut être ces quand même gens-là? positif? Tu vois, si les sites à 500, Ah, 600 euros, tu dis pas c'est pas mal, toi ça c'est- rapporte 20 euros par mois, c'est- littéralement, Ouais, non. mais ça te Ça fait peut être très rentrer. positif. Ouais. Ouais. Ça peut être très positif. Je pense que ça peut être une bonne idée hein, de faire ça. Mais je me demande en fait à quoi ressemble le marché de la formation et un peu qui sont les acteurs. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as suivi? Est-ce que c'est des gens qui t'envoient des clients? Quel est ton retour? Juste parce que Ouais. je pense que c'est un bon pitch de formation en tout cas, au minimum. D'accord. On a été les premiers à lancer une formation sur le rachat de business avec Ok. .NET. Elle est gratuite. Elle est disponible sur le site.
Et ça, c'était important pour moi parce que justement, j'avais envie de faire partie des acteurs qui éduquent, mais qui Mhm. éduquent sans faire payer l'éducation. On aurait pu la vendre, hein, cette formation. On aurait pu faire une vraie formation au rachat de business, mais nous, l'intérêt, c'était que les gens découvrent et puissent être éduqués sans biais. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une formation gratuite qui existe sur Dotmarket pour apprendre à racheter des business. En tout cas, pour comprendre les bases. Il commence à y avoir des gens qui montent des vraies formations. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui commencent à avoir dans leur petite communauté, enfin petite, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est des petites communautés à l'échelle Mhm. de l'univers de la formation et qui Mhm. commencent à parler du rachat de business. Je pense à Noureddin, par exemple. Il n'y a pas un site pour lui, mais c'est un mec qui a racheté 2 business chez nous et qui a une communauté d'entrepreneurs et qui, il n'y a pas très longtemps, a lancé une formule d'accompagnement pour aider des gens de sa communauté à identifier des business digitaux à racheter. Donc ça commence à arriver et ça, je trouve assez cool. Il y a quelques formations traditionnelles sur l'édition de sites e-commerce ou affiliation qui intègrent des modules sur le rachat de site ou la revente. Donc ça, pareil, c'est hyper excitant parce que effectivement, ça fait des clients qui découvrent notre market. Mais sinon, le marché de la formation de rachat de business, malheureusement, pour l'instant, il est trusté par les mêmes loustiques que la vente de rachète de l'immobilier et puis ça va cartonner. Si tu fais de la recherche sur le reprenariat, par exemple, la majorité des formations que tu trouveras, c'est des mecs qui étaient là il y a 10 ans et qui vendaient du dropshipping, de la crypto, de l'immobilier, etc. Et qui aujourd'hui te disent euh, rachète une entreprise qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sans dépenser un euro. Et ça va être le pitch de vente. Et forcément, tu te dis, waouh, c'est magnifique. Et le plus amusant, c'est que moi, je travaille avec ces gens-là, des fois en tant que vendeur, et eux, ils sont acheteurs. Et je peux te dire qu'ils rachètent jamais l'entreprise sans sortir un euro. Et qu'en négociation, ils sont pas forcément aussi bons que ce qu'ils présentent dans leur formation. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'ils en parlent. Voilà. Donc, le fait qu'ils en parlent de manière complètement mensongère, c'est pas cool, j'aime pas du tout. Mais le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui parlent sur le fait qu'on puisse racheter des boîtes digitales, ça évidemment c'est hyper positif pour Dotmarket. Et après c'est comme tout, il y a eu des dizaines de formations sur tous les secteurs dans le digital Mhm. et la majorité était de la daube. Mais si tu arrives à faire le tri là-dedans et à trouver les bonnes informations, ça reste des ressources qui ont le mérite d'exister. Sans Je langue pense de qu'il y a une bois. opportunité là-dessus, hein. À mon avis, il y a un truc pour le faire proprement. Je pense pour les gens, le problème c'est qu'il faut une personne. C'est une intersection de compétences qui sont quasiment inédites en fait. Il faut une Exactement. personne qui sait faire de la formation et du marketing et du Oui. copywriting, etc. Mais aussi qui sait reprendre des sites. Parce que généralement, tu vas pas reprendre des sites de formation comme on le disait tout à l'heure. C'est pas des sites qui se reprennent très bien. Donc, ouais, il y a une intersection de Qui compétences sait les sourcer, ouais. Sourcer pour les qui est opérer, assez c'est ça rare, qui est quoi. dur. Ouais. Ouais. Il faut que la personne ait la compétence, plus ait l'envie de faire la formation et de faire ça. Ou alors il faut une équipe de 2 personnes. Mais je pense que là-dessus, il y a un trou sur le marché. Il y a une personne qui va vraiment être la personne de confiance qui parle de ça. Un peu comme Cody Sanchez peut l'être aux US Ouais. sur le rachat de boring business, de trucs de laverie et tout, Elle a réussi parce qu'elle a le de track plomberie. et la capacité et l'audience. Et la création de contenu, ouais. Ouais, Et, c'est ça. euh, et du coup, Moi, elle s'est vraiment fait un nom sur ce créneau-là, quoi. c'est ça. Moi, tu vois, j'adorerais le faire, mais j'ai pas l'audience. Enfin, Ouais. dans le sens où on a l'audience Market, mais l'audience Market, elle est déjà sensibilisée. J'ai pas les skills de création de formation, tu vois, c'est pas forcément mon truc. Mais par contre, je sais qu'en interne, on a des skills que pour l'instant, sur le marché, très peu de personnes ont, qui sont comment on analyse un business, comment on sent un business, comment on le développe potentiellement, etc., etc. Et cetera. Et ces skills, c'est même pas forcément qu'on est des experts en édition de site, même si toute mon équipe est dans l'édition de site, c'est plutôt qu'à force de voir des centaines et des centaines de, de red flags et de white flags, Mhm. on développe une sensibilité et une capacité à très très vite dire attention à ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc., etc. Mais tu fais pas ça fait pas une formation. Tu vois, derrière il faut le packager, il faut mettre toute la partie autour. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est vrai que on est de plus en plus sollicité pour intervenir sur ces aspects-là. Euh, Ok.
Là, on en parle un petit peu aujourd'hui. Début octobre, j'interviens dans un mastermind justement simplement pour parler de la reprise d'entreprise. J'ai de plus en plus de personnes qui m'invitent sur leur podcast ou dans leur formation pour juste faire un module, tu vois. Et moi, je trouve ça génial d'arriver et de poser un truc et après de le donner à quelqu'un qui va pouvoir en faire un truc probablement beaucoup plus excitant que si c'était moi qui essayais de faire une formation, quoi. Et qu'au final, tu recaptures, en fait, en faisant grossir le marché, tu recaptures une énorme partie parce qu'il y a peut-être 70-80% du marché qui va venir vers toi. Donc, en fait, c'est ça Exactement. l'avantage, en fait. Donc, tu t'es Ouais. prosélyte, mais en même temps, pour le marché entier, mais qui est plus ou moins toi, au final, quoi. Ouais. Donc, c'est intéressant. Hein. Et Exactement. comment t'évites la. Pour le produit, parce que tu vois, si on faisait plus de formations et qu'on oubliait le produit, on en parlait tout à l'heure, Stan, avec la question du multi-produit. Moi, aujourd'hui, mon produit numéro un et celui sur lequel je veux toujours communiquer, c'est DotMarket. Donc, comment est-ce qu'on fait que l'expérience DotMarket soit la meilleure possible? La formation, c'est un autre métier. Et donc, je préfère amplement que des gens fassent d'excellentes formations et se disent, ben, et par contre, le meilleur produit pour utiliser ma formation, c'est DotMarket, plutôt que de diviser mon effort et d'essayer de faire une formation OK avec une plateforme OK, quoi. Et un sujet totalement différent, mais comment t'évites la copie? Parce qu'il y a des sites, par exemple, comme Quiet Light Brokerage, où en fait, il suffit de laisser ton email, tu signes un NDA et tu peux voir les détails d'un business, tu vois. Et donc, tu peux voir sa rentabilité, ainsi de suite, un peu les défis et autres. Et donc, ça rend la copie très facile, en fait. Tu vois, bah, tiens, ce Mm. business, plutôt que le racheter, la barrière à l'entrée ne me semble pas énorme. Comment t'évites ça et comment... Parce que je pense que ça doit être une inquiétude aussi de beaucoup de vendeurs, de se dire, mon Ouais. business va être exposé et potentiellement, on va me copier. Et comment tu gères ça? Alors, premier point, bah déjà le fait d'avoir mis un paywall, ça limite, hein, parce que du coup, c'est un Forcément. tout petit pourcentage des gens qui ont un compte sur DotMarket qui peuvent concrètement voir l'URL finale du business. Deuxième point, c'est que ça, c'est une crainte qui est beaucoup plus liée aux gens du secteur qu'aux gens lambda. Je peux te dire que la question de mon business va être copié, elle n'est pas posée par tant que ça de personnes proportionnellement. C'est plutôt les personnes éduquées à ça qui, en général, vont me dire il n'y a pas un risque. Mais une personne lambda, elle ne se pose pas la question. Et le troisième point, quand ils posent la question, je leur rappelle que sur DotMarket, on met des business qui ont un minima d'ancienneté, qui ont une certaine stabilité, qui ont une certaine Mhm. solidité, et que tu copies pas du jour au lendemain un business qui a déjà un petit peu d'ancienneté, un peu de solidité. Ça peut inspirer, ça peut donner des pistes à des concurrents, c'est vrai, mais ça, moi je pars du principe que si tu es bon sur ton marché, tu as déjà été copié. On C'est pas en connaît, te c'est sûr. mettant en vente que tu vas être plus copié. Moi, tous mes meilleurs sites d'affiliation ont été copiés. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le top 3 sur Google, tu es dans le top 3 sur Google, donc tu es visible. Oui, Donc c'est il y a pareil des sur gens. Amazon, c'est pareil sur près Et tous les voilà. marchés. Donc c'est pas en étant en vente sur DotMarket que tu vas avoir plus de personnes qui vont voir ton site. Si tu es bon, tu étais déjà copié en fait. Comment est-ce que tu as trouvé le nom Dot Market? J'ai trouvé le nom d'Upmarket en Thaïlande, justement, et plus précisément à l'arrière d'un scooter, d'un taxi scooter qui me ramenait d'un café où je venais de boire un café avec un gars pour parler business, justement. Et on avait brainstormé pendant un bon moment sur le fait que le nom initial de la marketplace était un peu pourri et on n'avait pas trouvé de nom. Et en fait, sur le C'était quoi scooter, le nom? Ouais, partage-nous pour qu'on juge à quel ben, point c'était pourri. en fait, le nom initial de notre market, c'était la marketplace. Enfin, lamarketplace.fr. Et, Ok. et tu vois, il n'y avait rien, il n'y avait pas de réflexion derrière, c'était juste, on fait une marketplace, il y a Mais lamarketplace.fr. là devant, Ouais. Je Ça le fait, prends, tu t'as vois. vendu ton, ça fait un peu un sketch après. T'as vendu où ton business? Bah, je l'ai vendu sur la marketplace. Laquelle? La marketplace? Laquelle, connard? Et- mais c'est exactement ça parce qu'il y avait des gens, j'ai le souvenir d'un message de quelqu'un qui nous écrit en disant, j'ai acheté des chaussures sur la marketplace, euh, elles me vont pas, remboursez-moi. Et j'étais là, mais nous, on vend pas des chaussures, on vend des sites internet. Vous êtes une non, marketplace. c'est Marketplace. C'est la Marketplace. Vous Il y a êtes la écrit la marketplace? La Marketplace. seule marketplace? La Si vous marketplace. vous appelez une Marketplace, pas la Marketplace. Donc, à partir de là, tu es la marketplace. Donc, tu assumes les conneries de toutes les marketplaces, tu vois. C'est ça. Et donc, je me suis dit, non, la marketplace, ça peut pas rester. Mais ça nous a permis de lancer, de faire deux, trois deals, etc., etc. Et cetera. Et donc, on réfléchissait à ça. Et sur le scooter, en fait,
j'avais en tête le forex, le trading. Donc pendant que le mec slalomait entre des taxis et les trucs que tu voyais ta vie défiler entre tes yeux, devant tes yeux, c'est là en fait où tu as les meilleures idées de nom. Exactement. C'est bon à savoir. Et là, je me dis, attends, c'est quoi le point commun entre tous les business digitaux? Le .com, le domaine. Exactement. Le fait qu'il y ait un point. Et en fait, ce qui me vient en tête, c'est, tu vois, on a eu la bulle du .com, on a eu tu vois, il y a le forex market, trade market, crypto market, etc., etc. Et je me dis, bah ok, le truc, c'est que tous les business digitaux ont un point. Un point, ça se dit dot en anglais. C'est cool, tu vois. Forcément, tu dis machin .com, dot market. Et là, tu vois, ça fait waouh, ok, dot market, putain, c'est génial. Ok, mais dot market point quoi? Pas point .fr parce que j'ai pas envie qu'on soit français. Bah tiens, point .eu. Et donc j'étais sur le scooter à me dire putain, il faut que je le book maintenant parce que peut-être que quelqu'un va le prendre, ce qui est complètement Même moi. irréaliste. Tu vois, mais On a tous un peu cette pensée-là. t'as un Moi, ça moment fait qui 30 ans que personne l'a acheté, mais que là, maintenant... Il y a beaucoup de scooters à Bangkok, il peut y avoir un autre mec, c'est une grande ville, tu sais jamais. Hein. c'est ça. Peut-être un mec qui est sur le Grand 8, tu vois, au parc Astérix, tous les gens qui sont C'est dans le- l'adrénaline, tu vois. C'est le bruit qui ressort. Peut-être que tu l'as pensé tellement fort que les gens autour de toi l'ont entendu et se sont dit mais bonne idée, je vais l'acheter son domaine. Et donc j'étais sur le scooter comme ça à me dire putain, vas-y, hop. Et puis j'ai booké .market.eu, .fr, .co, pas le .com parce qu'il est vendu une fortune, mais c'est pas grave. Et voilà comment est venu le truc. Et après par contre, je me suis dit est-ce que les gens vont comprendre? Et au début, pas du tout. Au début, là, en France en plus, le dot, ça veut strictement rien dire. Mais finalement, c'est venu assez vite. Et aujourd'hui, on me dit souvent ah, c'est un super nom, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Ah, c'est hyper facile à retenir, etc. Mais au début, j'ai eu quand même un petit peu des doutes. Moi, j'adorais la marque, mais j'étais pas sûr qu'on arrive à convaincre les gens. Et bah, tu vois, maintenant, Dot Market, c'est recherché, je crois, 2900 fois par mois sur Google. Et vendre un site, c'est taper 360 fois par mois sur Google, tu vois. Donc, on a une marque qui, a priori, est quand même assez bien établie. T'as noté sur le document partagé, l'instinct compte plus que la méthodologie. Au début. Ok, ouais, ok. Euh, Parle-moi de ça. Donc l'instinct, en fait, c'est ce moment de révélation sur un scooter à Bangkok, c'est ton instinct. Est-ce que tu veux dire que, en fait, t'aurais pas pu vraiment justifier ton business Rationnellement. en faisant une recherche de marché, en disant voilà le marché, parce que finalement, c'était impossible de le savoir, mais toi, t'avais l'instinct qu'en fait, il y a plein de gens comme toi qui veulent vendre des sites. Ouais. C'est ce genre d'éléments que tu veux dire? Ouais. Exactement. Moi, j'avais l'instinct que j'étais éditeur de site. J'avais fait face à ces problématiques d'achat-revente et je pouvais pas être le seul. Donc ça, c'est mon instinct qui me dit on doit créer un truc qui va venir permettre de sécuriser des deals et après, tu le confrontes au marché. Et quand tu vas voir des cabinets M&A, des avocats, des gens du secteur qui te disent mais mec, on s'en fout des business à 50 000 euros, c'est nul, on va rien gagner, etc., etc. Ben, ça vient appuyer cet instinct en disant mais non, on s'en fout pas des business à 50 000 euros. Parce qu'il y en a des milliers des business à 50 000 euros. Donc si vous vous en foutez, qui leur propose quelque chose? Bah moi, je vais leur proposer quelque chose. Et effectivement, derrière, tu proposes le truc et les gens sont là. Oh, enfin, quelqu'un qui pense à nous, enfin, quelqu'un qui propose quelque chose pour nous qui sommes rejetés par les cabinets M&A. Donc ça, tu vois, c'est la notion d'instinct. Pareil quand on a lancé l'abonnement. Quand on a lancé l'abonnement chez Dot Market, personne dans mon équipe y croyait. Moi, je trouve ça très impressionnant que tu aies atteint presque 1000 abonnés. Enfin, je trouve ça vraiment surprenant même. Qu'il y ait autant de gens qui soient prêts à payer, c'est intéressant. Hein. Et on est stable tous les mois. Alors ça, c'est mon challenge de 2025, c'est comment améliorer l'acquisition et la transformation. Mais en fait, on prend 60-70 abonnés par mois, tous les mois, depuis qu'on a lancé ce système d'abonnement. Et c'est presque frustrant que ça soit aussi stable et j'arrive pas à hacker, tu vois, le truc ou à l'améliorer. Mais bon, c'est d'autres trucs. Et quel pourcentage de ces abonnés achètent un business au final? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu vends 200 business par an, donc Ouais. mathématiquement? Ouais, Parce que je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc même sans copier, je trouve que c'est intéressant juste pour... ça te rend créatif en fait, de voir tous ces business, un peu comme toi, tu t'en vois des centaines. Ça te Ouais. permet de voir plein de business différents. Et même encore une fois, si tu n'as pas copié, c'est pas ton domaine, ça fait tourner les choses, toi.
Ça t'agrandit ce qui est possible en fait, ouais. Oui, 1 sur 3 Sur trois, de ce ok. qu'on avait calculé. Alors c'est grossier, tu vois, mais en gros, 1 sur 3 passe à l'action dans l'année d'abonnement et achète un site. Et par contre, on ne sait pas encore assez bien. Tu vois, c'était la discussion, Stan, tout à l'heure sur les tracking, les mesures, etc. Nous, aujourd'hui, là où on pêche un petit peu, c'est justement dans l'analyse hyper précise du comportement des utilisateurs, parce que la boîte est quand même finalement encore assez jeune. Donc on réfléchit plutôt à comment proposer des sites de meilleure qualité. On n'a pas encore attaqué cette phase de comment est-ce qu'on fait pour connaître hyper bien les 18 000 personnes qui ont un compte sur Dotmarket, tu vois. Et ensuite, comment on fait pour connaître hyper bien les 1 000 qui ont un abonnement payant et ainsi de suite. Ça sera le futur. Mais on sait que dans les 2 sur 3, il y en a qui se découragent. Il y en a qui se disent en fait, c'est pas fait pour moi. Ça, évidemment, c'est des personnes bah, qu'on va perdre. Mais j'en ai eu aussi où c'était intéressant, des personnes qui me disent, bah, du coup, après avoir analysé plein de business, je me suis rendu compte que j'avais besoin de créer le mien et pas Mhm. d'en acheter un. Parce que j'ai pas Ah, ça trouvé les a inspirés. qui correspondait parfaitement à ce que je voulais. Mais par contre, maintenant, je sais que je pourrais le revendre, donc je vais créer le mien. Donc, c'est. Ouais, tout le monde ne passera pas à l'action sur Dotmarket, même si j'aimerais bien, tu vois, que 2 sur 3 achètent un site. Euh, il y a une partie des gens qui viennent pour monter en compétence et s'ouvrir les chakras un petit peu et qui sont pas forcément prêts à passer à l'action sur ça. Et ça, c'était l'instinct, tu vois, aussi. Moi, j'étais persuadé que les gens pouvaient payer un abonnement pour accéder à des choses de qualité. Et mon équipe me disait, mais pourquoi? C'est gratuit ailleurs. Et ça n'a pas de sens, ça. Mais moi, j'étais persuadé que le gratuit, si c'est de la merde, pardon l'expression, ça n'a pas de valeur, tu vois, ça sert à rien. Par contre, tu peux payer pour accéder à de la qualité. Et en fait, dès le premier mois, on a eu des abonnés. D'ailleurs, ça a tellement bien fonctionné qu'au bout d'un an, on a regroupé les deux plateformes et on s'est dit, il ne faut pas séparer Below 50 abonnement et Dotmarket. Il faut tout remettre sous Dotmarket et faire évoluer cette offre. Donc, ouais, l'instinct avant la méthodologie au début. Mais par contre, maintenant on arrive à un stade, et mon associé est beaucoup plus sur la méthodologie. Là, on arrive à un stade où clairement il faut une méthodologie parce que l'instinct, ça te permet de tester un marché, de tester des hypothèses et d'avoir très vite une réponse. Par contre, après, pour scaler, c'est plus une question d'instinct, c'est une question de méthodologie. Et là, on arrive à un stade sur Dotmarket où on est vraiment face à la problématique du scaling. Et là-dessus, il va falloir être beaucoup plus carré que ce que moi j'ai tendance à être dans ma façon de faire du business. Parle-moi de ton associé. Quel est son rôle par rapport au tien? Elle s'appelle Mayan, et sans elle, il n'y aurait pas d'autre market. Euh, et pour la petite histoire, en fait, moi, j'avais l'idée de lancer d'autres market. J'ai essayé de le lancer tout seul. Je me suis rendu compte que toutes mes idées, elles avaient aucun sens si elles n'étaient pas structurées. Et Mayan, elle a un background création de start-up, études dans l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. Et en fait, elle est arrivée et elle a eu cette capacité de me faire confiance justement sur mon instinct, parce qu'elle vient pas du secteur de l'achat-vente de sites. Et ses premières questions, d'ailleurs, ça a été, mais il y a vraiment des gens qui rachètent des sites internet. Euh, mais elle m'a fait confiance sur cet instinct et elle a fait un boulot gigantesque, et elle le fait encore aujourd'hui, de prendre mon expérience, mon expertise et ma vision et de le transformer en un produit concret. Donc la plateforme, les process, les systèmes d'onboarding, le suivi client, etc., tout ça, ça sort en fait du cerveau de Mayan. Et par contre, les idées de produits ou les feelings, ça sort du mien. Et du coup, on est hyper complémentaires là-dessus. Tu as aussi noté, parler à tes clients est la meilleure source d'inspiration, même si ça prend du temps. Est-ce que tu as des exemples de moments où tu as eu une idée que tu n'aurais pas eue, justement en ayant une conversation avec un client? Euh, ouais, alors la discussion qui me reste le plus en tête, euh, je l'ai eu, mais je pense que c'est un bon exemple. Je l'ai eu assez tôt dans l'histoire de Dot Market. En fait, on a eu une chance assez incroyable sur Dot Market. C'est que vu qu'il y avait personne sur le marché qui faisait assez bien le travail, quand on a lancé, on n'avait pas de site à vendre. Mais on avait déjà des gens qui nous disaient quand est-ce que vous allez avoir des sites à vendre.
Donc on avait déjà des acheteurs qui étaient de plus en plus présents et on avait beau leur dire ça arrive, ça arrive, ça arrive, en fait ils s'impatientaient jamais. Voilà. Ils étaient là, ok, mais quand ça arrive, appelle-moi. Voilà. Et donc dès le début, j'ai pris cette habitude de leur parler, de répondre à leurs questions, d'essayer de comprendre ce qu'ils attendaient. Et en fait tout ça, ça m'a permis de me rendre compte hyper vite que on était sur un marché où le but, c'était pas de faire du volume, c'était d'être le plus loin possible dans la qualité, dans la transparence, parce que c'était ce qui manquait sur le marché. Et ça, tu vois, si mes acheteurs me l'avaient pas dit, peut-être que je me serais laissé un petit peu embarquer dans mais il faut absolument vite fait qu'on mette des sites à vendre, parce que sinon, on va pas être crédible, quoi. Et un jour, un acheteur m'a dit, tu sais, Kevin, euh, moi, si tu me vends un bon business, je suis capable de t'en acheter 10 dans les années qui viennent parce qu'on est là pour durer. Mais il y a de fortes chances que les 10 sites qu'on t'achète, ce soient 10 vendeurs différents qui vendent qu'un seul site dans leur vie. Mhm. Donc, la première personne avec qui tu dois être bien, c'est moi. Alors évidemment, il me disait ça avec un biais, tu vois, qui était chouchoute-moi, appelle-moi Mais quand est-ce t'as... que tu assumes ça? Parce que quasiment tous les brokers, ils vont faire semblant de dire non, non, moi, je traite les acheteurs et les vendeurs de la même façon. Alors que c'est pas vrai. Parce que même à l'époque des agrégateurs, pareil, il y a enfin Jean-Pierre qui vend son FBA une fois, et à côté, il y a l'agrégateur qui va racheter 50 business, tu vois. Ouais. Donc forcément, tu dis, il y a un biais vers l'acheteur plutôt que le vendeur, ouais. Et c'est pour ça que nous, on le divise en interne. C'est pour ça que je considère que D'accord. mon équipe audit, elle doit être très très proche des vendeurs. Par contre, moi qui vais être au contact des acheteurs, je dois être très très proche des acheteurs. Parce que c'est vrai qu'en tant que plateforme, tu es censé traiter les deux de la même façon. Mais c'est pas parce que tu dois traiter les deux de la même façon que tu dois mettre la même personne sur le traitement des Mhm. deux personnes, tu vois. Et donc moi je considère qu'avoir une très bonne relation avec mes acheteurs, comprendre ce qu'ils veulent, ne pas leur mettre à l'envers, ne pas leur présenter des fausses opportunités, etc., c'est hyper important. Et, et du coup, à chaque fois qu'on prend du temps pour parler à des clients, bah, des fois ça pique, tu vois, ils vont te dire ouais, le truc que vous avez fait c'est nul, ouais, je suis pas satisfait parce qu'un tel il répond pas, ouais. En fait, à chaque fois, tu trouves une idée d'amélioration. Mais si tu te dis, je suis dans mon produit, je parle à personne et j'utilise que mes hypothèses à moi, bah, tu sais jamais concrètement qu'est-ce qui gêne vraiment tes acheteurs ou tes vendeurs. Et donc, on a en interne, même si là aujourd'hui c'est un peu plus dur à faire parce que le volume de gens est tellement grand que ça devient chaud de parler à tout le monde. Mais je pense qu'un truc qui nous a permis de grossir et d'être beaucoup mieux perçu sur ce marché que certains de nos concurrents, c'est que vu qu'on a eu assez rapidement une petite équipe et qu'on était déjà au moins deux avec Mayan au début, moi j'ai pu passer beaucoup de gens au téléphone. Et certains acteurs du secteur me disaient mais Kevin, on gagne jamais d'argent sur ce secteur, c'est pas possible, c'est pas si ça. C'est ça, il Et disait je un site à comprends, 5 000 euros, j'ai une commission de 10%, 500 c'est euros, ça vaut ça. pas le coup de passer 4 heures. Ouais. C'est ça, et je comprends parce qu'en fait, si tu dois faire la vente, le marketing, l'administratif et en plus parler à tes clients, t'as pas le temps. Et moi, j'avais la Mhm. chance d'avoir Mayan qui faisait une partie, mon équipe qui faisait une partie, et moi qui avais beaucoup de temps pour parler aux clients. Et donc, j'ai beaucoup, et j'utilise toujours beaucoup de mon temps à parler à nos clients, à parler à nos partenaires, et à essayer de comprendre, en fait, derrière ce qu'ils me disent, quel est le besoin réel. On va inviter tous nos auditeurs qui ont des sites à vendre en dessous de 5 millions d'euros à aller voir Kevin sur dotmarket.eu. Et merci Kevin d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux.